We start by making a big CG building, and then we have a meteor go crash, and it's all like crawl, and motorcycles burst into flame while they jump over these helicopters. An 18-wheeler spins out of control, and it's all like crash. Those aren't ideas, those are special effects. Michael Bay est-il vraiment l'antéchrist du cinéma d'action hollywoodien? I don't understand the difference. Bienvenue dans Stéroïdes, l'émission qui fait l'exégèse des gros bras. Hey, I'm Michael Bay, and I am a strong believer in protecting the cinema experience. L'œuvre de Michael Bay présente un étonnant paradoxe cinématographique, et c'est celui du divorce assumé entre la critique et le public. On ne parle pas ici d'un phénomène de mode éparse, d'un carton unique et consensuel à la manière d'un Independence Day de sinistre mémoire, qui ne pouvait finalement pas fonctionner dans un autre contexte que celui de sa sortie. Action! Car depuis plus de 25 ans maintenant, Michael Bay cumule les succès publics qui ont graduellement imposé une patte visuelle affirmée et reconnaissable entre mille. Et même si cela arrache sûrement la gueule de ses détracteurs, il faut le dire, on reconnaît une œuvre de Michael Bay en quelques images, de la même manière qu'on reconnaît un film signé Stanley Kubrick, Steven Spielberg ou encore David Fincher. Et peu importe que l'on apprécie ou non son travail, Michael Bay a le public derrière lui sur chacun de ses projets, ou presque. Jesus must love you! Peut-être est-il difficile de donner la parole aux chiffres du box-office, mais cette fidélité renouvelée n'induit-elle pas que le public est satisfait par ce spectacle total, au point de repasser à la caisse? Awesome pussycat. Awesome barbecue. Awesome pool. Les détracteurs pourront toujours arguer qu'il est très difficile de trouver des spectateurs qui admettent apprécier le cinéma de Michael Bay, et c'est vrai, la nature profondément immature des films du bonhomme est telle qu'il faut pouvoir assumer le repli régressif qu'il suscite, notamment dans une discussion à teneur culturelle. Toujours est-il que le cinéaste propose une imagerie, et de fait une voix, véritablement unique dans le cinéma actuel, et celle-ci est suivie en masse, à tel point qu'elle a des répercussions sur l'évolution du médium. Et parfois même sa régression. What kind of fucked up toy is this? Considéré depuis longtemps comme un réalisateur de destruction massive, Michael Bay doit certainement cette aura de cinéaste badaboom au succès colossal d'Armageddon, son premier grand film catastrophe, certains diront catastrophique. Somebody down 911! Et pour cause, c'est celui dans lequel il filme le plus de dégâts effectifs. La menace d'un gigantesque astéroïde qui fonce tout droit sur la Terre est un bon prétexte pour faire péter New York, Shanghai et même Paris dans une petite séquence rajoutée à la dernière minute, quelques semaines avant la sortie du film. Alors que The Rock a bien été reçu 2 ans plus tôt, Armageddon représente définitivement le point de rupture entre la critique et le cinéma de Michael Bay, précisément parce qu'il incarne tout ce qui va mal dans le contexte du cinéma hollywoodien. Film bruyant et lourdingue, montage épileptique, imagerie patriote suspicieuse, c'est forcément une œuvre MTV pour reprendre l'expression favorite des critiques qui ne se prennent pas trop le chou. Il faut dire que Michael Bay et le producteur Jerry Bruckheimer sont plutôt candides dans leur façon de décrire le projet à la presse. Condensé de 2 scénarios différents qui sont rafistolés ensemble, Armageddon a été conçu comme une sorte de 12 salopards dans l'espace, avec l'aide d'une quinzaine de scénaristes, dont seulement 4 sont crédités. And here we are,
The fate of the planet is in the hands of a bunch of retards I wouldn't trust with a potato gun. Rien de plus normal selon Jerry Bruckheimer, qui considère que c'est le processus naturel pour obtenir un scénario de qualité. And somehow we're going to fix the script. We're going to make this whole thing work. Mayhem. De son côté, Michael Bay se vante d'avoir fait en sorte que ses plans n'excèdent pas la moyenne de 2 secondes afin d'offrir un spectacle d'une intensité inégalée. Avec de telles cartouches en main, la critique ne rate pas le film au tournant. My thumb is way down. I wanted to escape from this movie. I didn't care if the asteroid hit the Earth or not. I was afraid the movie was going to hit me. And you know, it's cut so quickly that there's no a stretch of action that makes any sense or is comprehensible in any way. Finalement, ce qui est vraiment reprochable à Michael Bay a rarement été évoqué par la presse à l'époque de la sortie du film. Comme Bad Boys et The Rock auparavant, Armageddon souffre des mêmes problématiques de découpage et du manque de spatialisation adéquate dans la façon dont le réalisateur agence ses plans. Le montage frénétique ne fait qu'accentuer la problématique, mais il n'est en aucun cas la raison principale de la perte de repère du spectateur. En vérité, dans les années qui vont suivre la sortie d'Armageddon, des films comme L'Enfer du Dimanche seront montés sur un tempo similaire, mais ne perdront jamais de vue les enjeux narratifs principaux, sans parler du soin apporté à la gestion de l'espace et aux différents angles de prise de vue qui vont s'avérer complémentaires avec une constance ébouriffante. Ce n'est pas le cas d'Armageddon, puisque Michael Bay croise régulièrement ses axes, ne prend jamais en compte les raccords entre les plans et écrase fréquemment ses perspectives dans des longues focales omniprésentes, ce qui peut poser un problème de lisibilité, notamment dans la seconde partie qui se déroule principalement sur l'astéroïde. Le meilleur exemple de séquence totalement incompréhensible reste l'explosion de la station Mir. Une péripétie improbable qui vire en partouze de formes bruyantes et colorées, sans aucun lien direct entre elles, si ce n'est un vague prétexte scénaristique à ce brouhaha informe. Une valve explose, la pression augmente et tous les astronautes se mettent à courir dans les couloirs de la station en gueulant afin de rejoindre leurs navettes respectives. Et quitter les lieux au plus vite. Au moins, chez Clint Eastwood, on comprend tout. Alright, cowboys, let's round them up. We got work to do. Avec le recul, Armageddon comporte déjà les autres problématiques qui vont émailler la carrière de Michael Bay. Et notamment cette propension à se débarrasser par le biais d'un humour au ras des pâquerettes d'une situation dramatique montée en épingle. Get off the nuclear warhead. Une marque de fabrique qui participe pour beaucoup au plaisir coupable que peuvent procurer ces films. C'est ainsi que la plupart des événements de Transformers 2 sont désamorcés par un paix de Decepticons, un bref plan de 2 chiens en rut, voire une belle paire de roubignoles en titane, quand il s'agit de boucler le film après 2h30 de grand n'importe quoi cinématographique. Dans Armageddon, il suffit de se prendre un retour de gravité dans la tronche pour sauver la situation en 2-2. Ou encore cogner très fort sur une machine comme un goret pour relancer le décollage d'une navette de la NASA. D'un strict point de vue dramaturgique, un tel nivellement par le bas aura démontré qu'il est néanmoins possible de maintenir l'intérêt du spectateur avec pas grand-chose et les succès conjoints de l'infâme Independence Day et de cet Armageddon aussi bruyant que chatoyant assurent que l'horizon du blockbuster hollywoodien ne sera plus jamais tout à fait le même. D'autres projets improbables repousseront encore plus loin les limites de l'indigence scénaristique avec un succès si insolent qu'il en devient presque fascinant. En effet, qu'est-ce qui a pu contenter les spectateurs du monde entier devant des œuvres plébiscitées aussi superficielles que Shrek 2, Pirates des Caraïbes 3 ou encore Jurassic World? Pire encore, alors que Michael Bay affine sa technique et son style, au point de livrer certaines des scènes d'action les plus démentes jamais vues sur un grand écran, comme dans la dernière heure de Transformers 3,
D'autres se décident à lui piquer la formule pour la vider encore un peu plus de sa substance. À ce titre, l'adaptation de la bataille navale Battleship se pose là en matière de cynisme cinématographique non-sensique et assumé, puisqu'il puise justement dans toute la carrière de Michael Bay pour construire son intrigue famélique. Et on ne parle évidemment pas du final du premier Avengers, qui pompe mollement celui de Transformers 3, tout juste un an après sa sortie en salle. Tranquille le MCU. Ce qui sauve Michael Bay par rapport aux autres tâcherons qui n'ont pas son sens inné de l'image qui en jette, c'est cette croyance indéfectible en ce qu'il filme. Conçu comme un pur produit, à tel point que le studio a exigé de rajouter une intrigue amoureuse en cours de tournage après le carton de Titanic, Armageddon est pourtant habité par la passion plus grande que nature de son réalisateur. Dans ses meilleurs moments, le film de Michael Bay sait présenter ses personnages avec une certaine attitude, comme il sait manier un humour salvateur, quand celui-ci ne se met pas en travers de la dramaturgie. Le film expose ses enjeux avec une série de punchlines plus amusantes les unes que les autres, et un dédain complet pour la moindre approche réaliste du sujet, ce qui a tendance à le rendre aussi divertissant que déconcertant. Quant à sa manière d'illustrer par l'image la notion d'Americana, elle est peut-être de mauvais goût, encore qu'il s'agisse d'une expression à redéfinir dans le cas de Michael Bay, mais elle a le mérite de venir des tripes. En 1998, après seulement 3 films, il était peut-être difficile de défendre Michael Bay sur des simples notions cinématographiques. Et pourtant, il était déjà impossible de nier son style unique, quasi intégralement composé de money shots, tous plus percutants les uns que les autres, à défaut d'avoir une véritable connexion entre eux. De toute évidence, c'est le ressenti du moment présent qui compte plus qu'autre chose dans le cinéma de Michael Bay, comme s'il fallait à tout prix extraire l'essence d'une image avant de passer rapidement à la suivante. On peut appeler ça du cinéma carte postale, pour résumer de manière schématique. La condescendance en moins, on peut surtout considérer que la persistance rétinienne provoquée par certaines de ces images les plus mémorables tient plus volontiers de l'ordre de l'exaltation du moment présent, donc de la fabrication du pur souvenir. De fait, c'est un sentiment qui s'accorde volontiers à la mémoire cinéphilique. Ceci expliquerait probablement la popularité de son style hyperbolique, plus volontiers porté sur la stimulation émotionnelle. Ce choix drastique ne garantit peut-être pas à Michael Bay une place de choix au panthéon des cinéastes recommandables. Mais ça n'est pas une raison valable pour nier son évidente influence dans le langage visuel de ces 25 dernières années. Rien que pour cela, que l'on apprécie ou non le cinéma de Michael Bay, cela mérite tout simplement le respect. Oh, hold this. Nike actually made me a shoe. It's called Bayos, aka Chaos, because I'm going to be up all your asses, all right? Because I do like to shoot fast. Tennis shoe says, boom! Bam! I can't see it. No, that's the commercial. That's the Nike commercial. Here we go. Ready? Ready? Go one more time. Ready, Mike? 1, 2, 3. Boom! Bam! Abonne-toi et lâche une petite pièce pour notre Patreon. Sinon, Michael menace de faire péter ton bled.